Bienvenue sur cette présentation sur la mucoviscidose à destination des pharmaciens d'officine. La mucoviscidose est une maladie génétique rare à transmission autosomique récessive. Elle concernait 7513 personnes en France en 2021. Cette maladie concerne la mutation du gène CFTR qui code pour la protéine du même nom. Depuis 2002, un diagnostic néonatal est systématiquement effectué sur les nouveau-nés car cette maladie concerne une naissance sur 4000. L'espérance de vie en 2021 était de 43 ans. Celle-ci ne cesse de progresser grâce à l'amélioration des traitements. En effet, en 1960, l'espérance de vie était de 7 ans pour ces patients. En moyenne, un patient consacre 1 à 3 heures de sa journée aux soins, qui comprennent également les aérosols et les séances de kinésithérapie, et consomme entre 8 à 10 médicaments. La protéine CFTR est un canal chlorure. Le chlore participe à la fluidité des mucus et au bon fonctionnement des organes. Il existe 6 classes de mutations pour la protéine CFTR qui entraînent une diminution voire une absence totale de la protéine, une diminution de la stabilité de l'ARN ou de la protéine à la membrane et un défaut de régulation. La protéine CFTR est exprimée à différents degrés dans l'ensemble de notre organisme, ce qui explique les atteintes multiorganiques de cette maladie. La mucoviscidose affecte principalement les poumons et la sphère gastro-intestinale. Au niveau pulmonaire, on retrouve une colonisation essentiellement à staphylocoque pendant l'enfance et essentiellement à Pseudomonas à l'âge adulte. On retrouve également chez ces patients des atteintes au niveau ORL, au niveau osseux et des atteintes sur la fertilité. La diminution de sécrétion d'ion chlorure à la surface épithéliale des poumons entraîne une déshydratation du mucus. La viscosité de celui-ci augmente et le pH diminue. La clairance ciliaire des voies pulmonaires se retrouve diminuée. Ceci favorise les infections et l'inflammation des voies pulmonaires. Ces patients présentent une toux grasse chronique, des dyspnées. Les traitements médicamenteux sont également associés à des séances de kinésithérapie pour leur permettre d'évacuer le mucus. En ce qui concerne la voie pulmonaire, les traitements sont utilisés par ordre chronologique, en commençant par les bronchodilatateurs, puis les mucolytiques, avant les séances de kinésithérapie, et enfin par les inhalations d'antibiotiques. L'azithromycine est utilisée pour ses vertus immunomodulatrices et anti-inflammatoires. Les traitements antibiotiques sont essentiellement dirigés contre Pseudomonas aeruginosa et contre le staphylocoque. Le traitement de l'infection chronique à Pseudomonas aeruginosa repose essentiellement sur l'alternance d'antibiotiques par voie inhalée. Au niveau gastro-intestinal, les atteintes sont multiples. On retrouve au niveau de l'estomac des reflux gastro-œsophagiens, au niveau du foie une stéatose, des lithiases biliaires et une cirrhose qui peuvent apparaître. Au niveau intestinal, on peut retrouver un prolapsus rectal, une invagination iléoconique, un syndrome de dysbiose, surtout dû aux antibiotiques, un mucocèle appendiculaire et un syndrome d'obstruction intestinale distale. Des atteintes du pancréas peuvent aussi être retrouvées, que ce soit au niveau exocrine ou endocrine, avec un diabète insulinodépendant qui peut apparaître. Les reflux gastro-œsophagiens sont essentiellement traités par les inhibiteurs de la pompe à protons. Le mucus étant plus épais au niveau du pancréas, il empêche la libération normale des extraits pancréatiques qui permettent la digestion. Un apport est donc nécessaire pour faciliter la digestion et l'absorption des protéines notamment. La libération de l'insuline est également freinée. On retrouve un diabète chez un tiers des patients qui est traité par de l'insuline. La viscosité des mucus, présente également au niveau du foie, empêche la sécrétion classique de bile. Un apport d'acide ursodésoxycholique est donc nécessaire pour la digestion des graisses. Pour lutter contre la constipation et l'obstruction intestinale distale, les laxatifs osmotiques sont utilisés. De nouvelles thérapies ont récemment obtenu une AMM avec notamment l'ivacaftor, qui est un potentialisateur de l'ouverture du canal CFTR. Le lumacaftor, tezacaftor et elexacaftor sont quant à eux des correcteurs de la protéine CFTR et aident à corriger le repliement et la stabilité de la protéine. Leur mécanisme est non élucidé à l'heure actuelle. L'ivacaftor est le seul à avoir une AMM pour une utilisation seule, les autres doivent être associés.
Les recommandations posologiques comportent pour l'orcambie l'administration de 2 comprimés matin et soir. Pour les autres spécialités, l'administration d'un seul ou de 2 comprimés le matin, systématiquement associés à une prise de potentialisateur Kalydeco le soir. Les effets indésirables le plus souvent retrouvés sont des céphalées et des vertiges, des douleurs et congestions ORL, des douleurs abdominales et diarrhée. Le rash cutané et l'augmentation des transaminases doivent entraîner un arrêt immédiat du traitement, mais une réintroduction progressive reste possible. Ces molécules doivent être prises avec un repas riche en lipides. Leur métabolisation par le CYP3A4 peut être la source d'interaction et nécessite une vigilance du pharmacien, que ce soit avec les autres médicaments ou bien les compléments alimentaires ou médecine naturelle. Ivacaftor, Tezacaftor et Elexacaftor sont des inhibiteurs modérés du CYP3A4. Le Lumacaftor, lui, est un inducteur puissant du CYP3A4, ce qui entraîne des interactions majeures avec les autres molécules métabolisées par ce cytochrome. Dans le tableau sont présentées en rouge les interactions majeures et en jaune orangé les interactions modérées. En résumé, la mucoviscidose est une maladie aux atteintes multiples et entraîne la prise de nombreux traitements, qui sont variables en fonction de l'atteinte et de la sévérité de la maladie. Les traitements antibiotiques sont souvent à des posologies hors AMM. Le plan national de diagnostic et de soins de la mucoviscidose pourra vous en apprendre plus sur les protocoles appliqués pour ces patients. Les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose sont composés d'équipes pluridisciplinaires. Leurs missions sont d'établir un diagnostic de la maladie, mettre en place les thérapeutiques adaptées et coordonner les soins des patients. Voici un quiz pour tester vos connaissances. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo. Les réponses vont apparaître d'ici quelques secondes. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Merci pour votre attention.